Vincent et Lilian. Est-ce qu'ils sont... Vous êtes là? On peut les applaudir. Ils vont vous parler de la régulation médicale, des urgences, du préhospitalier. Parce que forcément, vous avez entendu parler de ça. Comme il n'y a plus assez de médecins, on dit aux gens maintenant de faire le 15. Et comme il n'y a plus assez d'urgence, on dit aux gens de faire le 15. Donc le 15, il va tout gérer. Lilian, qui est agent de régulation médicale, il va vous expliquer un peu comment ça se passe. Et Vincent, tu es chef de service des urgences et du SAMU. C'est ça. De, merde, marche pas. de Toulouse. Ouais, chef de service du SAMU et chef de pôle de médecine d'urgence. Vous allez nous faire tous les deux un petit état des lieux et surtout essayer de garder un peu de place pour ce qui vous semblerait être des solutions. Messieurs, merci beaucoup. Et puis vous voyez que quand le collectif vient à Toulouse, il fait parler les gens de Toulouse. Hein. Ça, c'est quand même important, tu vois. On n'est pas venu avec notre équipe d'urgentistes de Lille. Hein. Voilà. Non, j'aimerais que ce soit relevé. C'est bien, surtout qu'on est juste en face. Et pour le coup, Lilian et moi, on était à la régulation jusqu'à moi 18 et lui 19. Voilà. Bah, allez-y, on vous écoute. Et donc Merci, moi Lilian. je me présente, j'ai 24 ans, je m'appelle Lilian et je suis assistant de régulation médicale donc ici au SAMU de Toulouse et également assistant de régulation médicale superviseur du SAMU Centre 15 du coup. Et à Toulouse on est une équipe de 62. Ça fait 4 ans que je fais ce métier et moi je fais partie de la nouvelle formation qui a eu lieu après l'affaire Noémie que vous avez peut-être entendu parler, qui a provoqué le décès d'une dame qui a appelé le SAMU. En fait, avant, les assistants de régulation médicale n'avaient pas de formation. Et ils ont été formés suite à cette affaire, une formation d'un peu moins d'1 an. Donc moi, j'ai été la première cuvée de cette formation. Et ça fait du coup maintenant 4 ans que je régule au SAMU de Toulouse. Voilà. Super. Est-ce que tu es content? Je suis content. Bon. Vous avez compris comment ça se passe, enfin Vincent il va l'expliquer mieux que moi, mais quand vous faites le 15, vous tombez d'abord sur les agents de régulation médicale. Donc des personnes comme Lilian. Et puis après, il y a tout un traitement de l'information et après ça peut arriver au médecin. Qu'est-ce qui aujourd'hui... Alors, à tous les deux, Vincent il répondra aussi, Lilian, tu as entendu parler du SAS. Donc cette consigne qui a été donnée aux Français de faire le 15 avant d'aller aux urgences. Est-ce que ça a eu un impact pour vous? Parce que ça a été présenté quand même comme étant une solution. Bon, nous, on sait quand même de l'intérieur que c'est quand même pas dingue comme idée. Vous, c'est quoi votre lecture de ça? Tu veux commencer Ouais, peut-être expliquer, allez. Je vais essayer, non, mais on va pas se battre. Non, l'idée, c'est de recontextualiser un petit peu. Le SAMU de Toulouse, c'est un des gros SAMU, entre guillemets, en France. En nombre d'appels, je pense qu'on doit être numéro 5. On gère 750 000 appels par an, qui correspondent à 350 000 dossiers. C'est plus d'appels que de dossiers. Voilà. La population qu'on dessert, c'est 1,5 million d'habitants, c'est-à-dire la population de la Haute-Garonne. L'augmentation d'appels, c'est plus 5 à plus 9% d'appels tous les ans, en fait. Et l'effet du SAS, on ne l'a pas tellement vu, parce qu'en fait, d'une part, on ne voulait surtout pas faire de pub pour le SAS en local. Ça fait 3 ans qu'on a lancé le SAS. Mais après, parce que de toute façon, qu'on fasse de la pub ou qu'on ne fasse pas de la pub, nous, on se prend au moins 5% d'augmentation d'appels tous les ans dans la gueule, dans la figure. Et voilà. tu t'expliques comment ça? Alors, le SAMU, c'est un système de bout de chaîne, en fait. C'est-à-dire, on est soit les premiers appelés, c'est-à-dire quand on n'a pas le choix, le patient fait un infarctus ou s'est pendu ou le bébé s'est noyé, comme tout à l'heure, soit on est à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres solutions. Et donc là, les gens nous appellent en dernier recours parce qu'ils n'ont pas réussi à voir le docteur ou parce qu'ils sont un peu, comment dirais-je, c'est des personnes qui ont laissé traîner des situations, quelles qu'elles soient. Et donc on arrive à ce moment-là à soigner des gens un peu de l'autre côté de la chaîne. Donc soit c'est très urgent, soit finalement c'était pas du tout urgent, mais ça devient de plus en plus urgent parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Je te laisse parler. Alors moi je vais parler un peu plus au niveau national parce que je suis aussi représentant de l'AFAM, c'est l'association française d'assistants de régulation médicale. Donc effectivement à Toulouse il y a eu vraiment cette volonté de ne pas trop faire de la pub sur le SAS. Par contre il y a d'autres départements où les urgences étaient fermées, des centres hospitaliers publics, les urgences fermées, il y avait un interphone et ça tombait du coup sur le 15. Et avant de rentrer sur les urgences, il fallait parler à un assistant de régulation médicale et au médecin pour rentrer aux urgences en fait. Donc tous les hôpitaux publics étaient fermés dans plein de départements, il y a eu ça, il y a eu le cas à Strasbourg, il y a eu le cas à Bordeaux où du coup il y avait des files d'attente monstres et du coup tout ça augmentait le volume d'appels. À peu près sur le national, on a fait un calcul, la farm, on était à plus de 30% du volume d'appels par rapport à l'année précédente. On était à plus de 30%, donc des fois on était à plus de 30 minutes d'attente au décroché 15, par exemple à Bordeaux. Où, ça veut dire qu'il y en a qui appellent parce qu'une grand-mère au sol depuis 3 heures, mais il y a aussi un arrêt cardiaque sur un enfant.
et il y a aussi des appels pas du tout urgents. Et en fait, il y a eu cette volonté du SAS qui a été mise en avant, mais ça n'a pas été mis. En parallèle, il n'y a pas eu de recrutement en plus d'assistants en régulation médicale. Donc on s'est retrouvé noyé d'appels et sans forcément que le ministère de la Santé ait prévu ça. Donc voilà. Donc on était à peu près 2500 et là aujourd'hui, il faudrait qu'on soit 800 ARM de plus pour que les SAMU fonctionnent bien en fait. Alors la volonté, ça je pense que Vincent pourra mieux le dire que moi, mais c'est vraiment lutter contre les déserts médicaux en fait. C'est vraiment apporter un conseil médical à des Français qui ont de moins en moins de médecins généralistes. Et tout en demandant à des médecins généralistes de se libérer quelques créneaux de consultation. Exactement, pour des patients qui seraient adressés par le SAMU. Vincent, comment t'expliques ces... Bon, les déserts médicaux, ça, je ne vais pas te demander de l'expliquer. Vous êtes... Enfin, Lilian, il en a parlé, vous êtes aussi impacté, les SAMU, les SMUR, les services d'urgence. On entend aussi beaucoup parler de vous parce qu'il y a des fermetures ou des fermetures régulées. Comment toi tu es chef de service, comment tu t'expliques ça? C'est quoi? C'est ce que disait Anne Vernet tout à l'heure, le manque d'attractivité à l'hôpital, la gouvernance, l'organisation? Alors, je dirais... Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Alors déjà, on n'est pas assez nombreux, en fait. Fondamentalement, le problème, il est là. On n'est pas assez nombreux. Et puis, Urgentis, alors je parle tout ce qui est d'ailleurs, tout le microcosme des services d'urgence, des structures d'urgence dont on fait partie. C'est des métiers complexes, encore une fois, et c'est des métiers à une pénibilité élevée. Et donc, effectivement, on se retrouve... Il y a presque plus que... Alors, pardon pour tous les autres, mais excusez-moi, mais c'est pas tout à fait vrai, bien sûr, mais il y a presque plus que les structures d'urgence qui sont ouvertes en nuit profonde maintenant. Et il y a pratiquement plus de généralistes qui consultent en nuit profonde, il y a pratiquement plus peu de spécialistes qui font de la permanence des soins. Il y en a encore, heureusement, tout le monde. Mais l'urgentiste, par définition, on est des métiers qui sont extrêmement sollicités la nuit et le week-end. Alors, vous voyez, Lilian et moi, on se tape tout le week-end tous les deux, et 2 week-ends par an, voire 3 week-ends parfois, enfin 2 week-ends par mois tous les ans, voire 3 week-ends par mois, je vais travailler. Et moi, je sais quoi, qui était chez le service ne me protège pas de ça. Donc, je dirais que la première chose, c'est qu'il faut probablement rajouter des médecins et rajouter des solutions. Alors, on parle en fait de patients donc, qui n'ont pas de solution, et on parle, le SAS, c'est quoi? C'est une aventure commune entre le service public, donc les SAMU, et le secteur libéral-privé, donc généralement médecine générale, pour trouver des solutions d'accès aux soins. Le SAS, c'est d'abord une réponse téléphonique, et donc là, comme Lilian l'a expliqué, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, on monte à 1h30, 2 heures d'attente pour avoir les médecins généralistes, pas pour parler à un médecin urgentiste, mais pour un généraliste. Et derrière, c'est soi-disant des solutions. La difficulté, elle est qu'il y a des secteurs où les médecins ne se déplacent plus. La réalité, elle est qu'il y a des secteurs où les médecins généralistes arrêtent de bosser à 22 ou 23 heures. Il ne faut pas tomber malade après 23 heures. Il ne faut pas tomber malade en EHPAD, juste à côté de Toulouse, par exemple, il y a des secteurs où les médecins ne se déplacent pas. Ça veut dire que nous, une personne âgée en EHPAD qui a une pathologie qui relève de la médecine générale aujourd'hui, elle va forcément aller à l'hôpital, au service d'urgence, parce que le médecin ne se déplacera pas. Oui, attends, alors, je ne vais pas défendre les médecins généralistes, mais je fais un peu de régulation. Si on met le doigt là-dessus, donc dans l'idée de la surcharge hospitalière, on peut aussi parler de structures privées, de cliniques privées, dont on entend dans lesquelles il est impossible, en urgence, de faire admettre des patients la nuit ou le week-end, même si ces patients-là sont suivis dans les dites cliniques. C'est quand même assez scandaleux. Et ça, ces patients-là, ils vont aussi aux urgences. Parce que, Vincent, juste, et puis après, tu te défends, hein, mais c'est pas un match avec les médecins généralistes. Non. Tu sais, le médecin généraliste, lui, en théorie, il va bosser le lendemain. L'urgentiste en nuit profonde, bon, je fais des gardes aussi, hein. L'urgentiste en nuit profonde, il a son peu de sécurité le lendemain. C'est un peu légitime quand même. Les médecins généralistes, ils peuvent pas. Tu vois, tu as parlé des EHPAD, c'est quand même une sacrée anomalie qu'il n'y ait pas plus de médecins non plus dans les EHPAD. Alors, je pense qu'on rejoint le fait qu'on n'est pas assez nombreux. Après, bien entendu, il ne faut surtout pas opposer les deux médecines. Le fait est que, factuellement, nous, on n'a pas de solution pour plein de secteurs. Et que la seule solution, ça finir par être l'hôpital et les services d'urgence qui n'en ont pas besoin, quoi. Donc, le fait est que, voilà, comment qu'on s'organise, je crois qu'il y a aussi un problème de démographie des médecins généralistes et de pression là. Donc, les solutions, puisqu'on parle des solutions, mais moi, je reste fermement persuadé qu'il faudrait sans doute que tous les médecins fassent un peu de permanence des soins, des gardes, pour que ceux qui en fassent et qui sont de moins en moins nombreux, entre guillemets, aient un peu moins de pénibilité. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi je milite. Je pense qu'on devrait, en tant que médecin, avoir tous un peu, de manière obligatoire. Attends, ouais, ça se faisait avant. Ça existe avant, moi j'ai connu ça en début d'études. Un peu de PDS. Vous voulez intervenir avec un micro.
Alors d'abord, nous, dans notre... alors oui, je suis médecin généraliste associé avec la jeune à côté, là. Nous faisons partie d'un groupe de gardes, nous avons toujours assumé nos gardes. C'est l'ARS qui nous a demandé de ne plus faire les nuits profondes parce que ça leur coûtait. Donc moi je suis une ancienne, on a toujours fait les nuits profondes et là il y a quelques années, je dirais il y a quoi, 3 ans, même pas 2 ans, l'ARS nous a demandé d'arrêter les nuits profondes. Vous pouvez expliquer pour tout le monde ce que c'est la nuit profonde? Alors la nuit profonde, depuis tout le temps on fait des gardes. Au début effectivement c'était obligatoire, après il y a eu je ne sais plus quelle année, après un mouvement de contestation des médecins généralistes parce que les gardes n'étaient pas très reconnus, les gardes ont été, il me semble, faits sur le volontariat. Nuit profonde, c'est après minuit. Alors voilà, avant nous faisions les gardes de 8h du soir, 20h du soir jusqu'à 20h le lendemain matin. Donc on faisait toute la nuit, on était de permanence et on réenchaînait sans repos compensateur, ça aussi c'est à signaler. On réenchaînait le lendemain et on finissait notre semaine avec une nuit qui pouvait être une nuit blanche éventuellement. Mais là, l'ARS, depuis 3 ans, nous a imposé d'arrêter nos gardes à minuit. Ce n'est pas notre décision à nous de médecins généralistes. Bien sûr, oui. Non, mais alors, encore une fois, l'idée n'est vraiment pas d'opposer. Je sais que les journalistes font bien leur boulot. Après, le problème, c'est que combien de médecins font des gardes actuellement? C'est autour de 30%. Et donc, vous en faites partie, et tant mieux, et merci. Après, 97% du territoire est couvert par les gardes de médecine générale. Oui, jusqu'à minuit. mais voilà, jusqu'à 23h au minuit. Et malheureusement, tout ne se... Moi, je pense que, Vincent, tu sais, il y a Anne qui va poser une question. Pendant que vous faites circuler le micro, est-ce que tu ne crois pas, moi, à titre personnel, je sais pas, et puis après on va te laisser décliner si tu veux faire autre chose, mais je ne suis pas certain que ce soit la nuit le problème. Ah non, non. Voilà. Le problème, c'est des déserts médicaux, le manque d'accès aux soins globalement en journée, qui fait qu'on se retrouve avec des gens passés 20 heures qui sont coincés parce que, voilà, moi je pense que c'est comme ça aussi le truc. Hein, c'est-à-dire que quand on arrive à la nuit, c'est déjà malade. Élu comme représentant, si vous voulez, des médecins libéraux à l'Union régionale des médecins libéraux pendant plus de 16 ans, ce que j'ai vu progressivement, c'est l'ARS demander effectivement d'arrêter la nuit profonde pour les médecins généralistes d'une part, et deuxièmement, alors qu'il y avait des lignes de garde pour des spécialités dans les établissements privés, progressivement l'ARS a supprimé ces lignes de garde pour les spécialistes des établissements privés. C'est comme ça que ça s'est passé dans les faits. Dans les faits, c'est la volonté de l'ARS. Et ensuite, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé pour un certain nombre de médecins? On a étendu, et ça je l'ai vu, je l'ai vécu dans les luttes avec l'ARS, c'est que les territoires de garde se sont agrandis, et certains de nos collègues vont vous expliquer que si elles font un dimanche de garde, elles font plus de 500 km, si bien qu'elles sont capables de s'organiser à 6 entre elles pour les gardes, comme ça se faisait avant, pour leurs patients auxquels elles sont attachées et qu'elles veulent bien soigner. Pourquoi? Parce que l'ARS impose des surfaces de garde qui sont bien trop importantes. Écoutez, donc, ça tombe bien parce qu'on a un représentant de l'ARS que je vais... Alors, juste pour rebondir, on est d'accord, hein, dans le sud du département, le secteur de garde est immense, et ça va de Luchon jusqu'à Boulogne. C'est-à-dire, en gros, c'est presque 100 km de diamètre. C'est énorme, hein, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais l'idée, encore une fois, on est bien d'accord, on a besoin et on aime que les journalistes travaillent avec nous. La difficulté qu'on constate, c'est que c'est de moins en moins, malheureusement, et qui se déplacent de moins en moins. Mais pour plein de raisons, on est bien d'accord. Et je ne crois pas qu'il faille les blâmer. Hein. Vous êtes là, et je passe la parole à Anne. Le truc, c'est que vous êtes le dernier rempart, quoi. Le 15, aller aux urgences, c'est vraiment... C'est-à-dire que, normalement, on sait qu'il y a de la lumière, quoi. Alors, nous, on estime que les situations auraient pu être réglées dans plus d'un cas sur deux. 55% des appels auraient pu être réglés différemment qu'en passant par le 15. C'est ça, voilà, simplement. Et encore une fois, on arrive à des solutions de bout de course. Pardon, Lilian, je te laisse parler. Juste pour enfoncer le clou sur les ARS, alors, il y a un représentant ou pas? Ça m'intéresse. Parce que si tu es plus fort que moi... Mais pour le faire venir, j'ai dû lui promettre que je le laissais anonymer. D'accord. Alors, pour enfoncer le clou, l'ARS est quand même responsable de l'organisation des soins. Rappelle-toi, Arnaud, nous avons eu une réunion sur la permanence des soins il y a 15 jours où il y avait un DG d'ARS qui avait piscine,
qui devait venir et qui, à 11h du matin, a fait ah ben non, en fait, voilà. Voilà. Et dernière chose, il y a eu, juste avant les renégociations conventionnelles, des discussions sur la permanence des soins et la revalorisation de la permanence des soins. Dans l'ambiance, loi Valtou, les libéraux doivent... Alors moi, bêtement, j'étais à la DGOS et je dis, ce serait bien qu'on se réunisse avec les libéraux. Parce que s'il faut qu'on parle du partage de la permanence des soins, autant en parler ensemble plutôt que de... Voilà. Et ils nous ont dit, ah ben non, c'est pas prévu. Voilà. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Non, moi je voulais juste souligner que malgré mes 23 ans, je me suis vite rendu compte en 4 ans que ça se dégradait. Et ce qui est un point fort dans mon métier, c'est que le SAMU, c'est vraiment le thermomètre de la société, je trouve. Et on voit que tout se dégrade en fait. Ça se dégrade chez les sapeurs-pompiers, ça se dégrade parce qu'on travaille beaucoup avec eux, ça se dégrade du côté de la sécurité intérieure et ça se dégrade énormément sur la santé. Nous, je vais te donner des chiffres pour faire un peu peur à mon chef de service, mais nous, des fois, on peut avoir 30 ambulances en attente sur la Haute-Garonne. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au sol depuis 8h du matin, mais qui à 14h n'ont toujours pas leur ambulance. Donc tout à l'heure, on parlait d'un manque d'ambulanciers privés. Il y a un gros manque d'ambulanciers privés qui sont très peu valorisés à mon sens, qui le sont de plus en plus, mais qui le sont encore très peu. Et il y a les sapeurs-pompiers qui refusent de partir sur des tresses que nous, on trouve vitales, parce que quelqu'un qui est au sol depuis quand même 8 heures la veille, mais c'est quand même une détresse vitale. Et ça se dégrade de partout. Et tout retombe sur nos épaules malheureusement, parce que les gens, ils nous rappellent, les gens, ils sont mécontents, ils sont de plus en plus mécontents et de plus en plus procéduriers. Donc on a des gens de plus en plus agressifs au téléphone aussi. Je pense qu'Arnaud et Vincent pourront en témoigner puisqu'ils régulent. Et c'est de plus en plus compliqué, on a de moins en moins de réponses à leur apporter en fait. Et donc on manque d'ambulanciers privés, on manque de SMUR aussi. Et des fois, il y a des patients à qui on ne peut pas envoyer de SMUR. Nous, on a de la chance d'être un département riche, mais on a 2 hélicoptères, on a 4 équipes médicales la journée, mais il y a des départements à côté qui souffrent. Et on n'a jamais autant aidé les autres départements. Nous, le SAMU de Toulouse, on va renforcer Hoche, on va faire les secondaires sur Albi à côté. Enfin, on aide tous les départements. Et on manque d'équipes chez nous aussi, quoi. Donc voilà. Vincent, je peux te demander de... Voilà, alors, 3-4 points forts et puis de conclure. Non, mais il a raison. Le fait est que la Haute-Garonne est quand même un département un peu protégé, ou sur lequel on a probablement plus de moyens que les autres départements. On est un centre universitaire, on a un peu d'attractivité, on a probablement plus de moyens et c'est sans doute moins pire qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'on constate au niveau des SAMU ? Qu'effectivement, le nombre d'appels n'a jamais été aussi important pour des missions finalement qui sont de moins en moins celles pour lesquelles Louis Larrain, qui a créé le SAMU à Toulouse, nous avait créé au départ, c'est-à-dire de l'urgence vitale. On fait presque plus d'urgence vitale. Notre parc d'urgence vitale, c'est 10% à peu près. Voilà. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on est un peu la voiture balai de la société et que je rejoins assez le lien sur le fait que quand même, la réponse globale, et malgré quand même, je ne veux pas toujours cracher sur l'ARS, ils essaient de nous aider, voilà, mais je crois qu'il y a quand même une telle instrumentalisation, l'ARS, c'est juste une courroie de transmission entre le ministère et nous. Et ils n'ont pas les mains libres sur plein de choses, on est d'accord, hein. Voilà, donc je crois quand même qu'il y a cette espèce de petite déliquescence progressive, toute fine en fait, où on perd un médecin un jour là, on perd un service d'urgence qui ferme la nuit, on a un peu moins de solutions sur le sud du département parce que les pompiers peuvent plus. C'est des petites piques permanentes comme ça qui font qu'effectivement, globalement, le service qu'on rend maintenant est sans doute probablement moins bon que celui qu'on rendait il y a quelques années. Oui, ça c'est clair. Et ce qui n'aide pas, bien sûr, c'est l'augmentation constante des appels. Voilà. Merci à tous.